Ne m'attends pas, je vais rentrer tard. Il disait cette phrase presque chaque soir, sans varier le ton, comme une habitude installée depuis longtemps. Je l'ai entendue des centaines de fois. Elle ne me blessait plus. Elle faisait partie du décor. Comme le tic-tac de l'horloge dans l'entrée, comme la lumière du salon que j'éteignais seule, comme cette assiette que je couvrais d'un torchon au cas où. Ce soir-là, pourtant, quelque chose a changé. Pas dans ses mots, dans leur poids. Moi, je me tenais près de l'évier. La cuisine était propre, silencieuse, prête pour une fin de journée ordinaire. J'ai répondu « D'accord », sans me retourner. J'avais appris à ne pas demander pourquoi, ni jusqu'à quand. Les réponses étaient toujours les mêmes. Une réunion. Un dossier urgent. Un imprévu. Avec le temps, les explications deviennent inutiles quand on ne pose plus de questions. Il est parti. La porte s'est refermée doucement, trop doucement. Comme si l'on quittait un lieu que l'on considère acquis. Je me suis assise. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient pas. J'ai pensé que c'était étrange. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, une inquiétude. Mais il n'y avait rien de tout cela. Seulement une sensation nette, presque tranchante. Je ne croyais plus à cette phrase. Pendant des années, j'avais cru à la fatigue, à la pression du travail, à la responsabilité d'un homme sérieux. J'avais cru que rentrer tard était un signe d'engagement, que son absence prouvait qu'il se battait pour nous. J'avais confondu l'éloignement avec le dévouement. Et surtout, j'avais cru que mon silence aidait. Je croyais que se taire, c'était comprendre. Si plus, ce soir, pour la première fois, j'ai compris autre chose. Mon mari rentrait tard. La vérité aussi. Elle arrivait en retard, mais elle arrivait. Je me suis levée et j'ai parcouru la maison, lentement, comme si je la voyais pour la première fois. Les meubles choisis ensemble. Les photos sur les murs. Les souvenirs soigneusement sélectionnés. Tout semblait à sa place. Et pourtant, je sentais que quelque chose manquait depuis longtemps, sans que je sache quoi. Je me suis souvenu des premières années, des retards occasionnels, de ma manière de justifier à sa place. Il travaille beaucoup. Il est fatigué. Je me souviens d'avoir défendu son absence devant les enfants, de leur avoir appris, sans m'en rendre compte, que certaines questions ne se posent pas. « Papa va encore rentrer tard ?» demandait Aïl parfois. « Oui, mais c'est pour nous. » Je croyais à cette phrase à là aussi. Avec le temps, les retards étaient devenus la règle. Les messages plus courts. Les appels plus rares. Quand je demandais, on me répondait avec un sourire fatigué. « Tu te fais des idées. Tu sais bien comment c'est. » Je savais. Je savais comment c'était devenu. Mais je ne savais pas encore ce que cela cachait. Ce soir-là, j'ai regardé l'horloge. 10 à 9 heures. 20 heures. 20 à 1 heure. Je n'ai pas préparé le dîner. C'était nouveau. D'habitude, je faisais comme si tout était normal, même quand il ne l'était plus. Cette fois, je suis restée assise, dans le silence, à écouter ce que je ressentais vraiment. Il n'y avait pas de panique. Il n'y avait plus d'attente. Il y avait une certitude sourde. Quelqu'un qui rentre toujours tard finit par ne plus rentrer du tout, même quand il est physiquement présent. Et je me suis demandé depuis quand je vivais seule sans l'admettre. Depuis quand je faisais tout pour deux, pendant que lui organisait son temps ailleurs. Depuis quand j'avais accepté que mon rôle soit d'attendre sans demander. J'ai pensé à cette phrase qu'il m'avait dite un jour, presque en plaisantant. « Tu sais, tu es forte, toi ?» À l'époque, j'avais souri. Aujourd'hui, je comprenais ce qu'elle voulait dire. J'étais forte parce que je supportais. Parce que je ne posais pas de questions. Parce que je ne dérangeais pas son organisation. La clé a tourné dans la serrure bien plus tard. Il est entré discrètement, comme toujours. Il a posé ses affaires, m'a embrassé sur la joue. « Désolée, ça a été long. » « Ce n'est pas grave. » ai-je répondu. C'était vrai, mais pas comme il l'imaginait. Ce n'était plus grave, parce que quelque chose venait de se détacher en moi. Je n'étais plus dans l'attente de ses retours. J'étais dans l'observation de ses absences. Il est monté se coucher. Je suis restée seule dans le salon. J'ai regardé la porte de la chambre se fermer. J'ai senti une lucidité nouvelle s'installer. Calme, déterminée. Mon mari rentrait tard. Et ce soir-là, pour la première fois, j'ai compris que la vérité faisait la même chose. Elle arrivait toujours après. Mais elle arrivait. Avant que les retards ne deviennent une évidence,
Avant que l'attente ne fasse partie de ma respiration, il y a eu la vie d'avant. Une vie simple, presque tranquille, que je racontais sans hésiter quand on me demandait si j'avais été heureuse. Je répondais oui. Parce que je le croyais sincèrement. Le bonheur, pour moi, n'avait jamais été spectaculaire. Il se mesurait à la durée, à la stabilité, à l'absence de heurts visibles. Je l'ai rencontré jeune, à une époque où l'on croyait encore que l'amour se construisait avec de la patience et des compromis. Il était discret, posé, rassurant. J'aimais son calme. J'y voyais une force. Avec le recul, je comprends que j'y projetais surtout mon besoin de sécurité. Nous nous sommes mariés sans bruit, entourés de peu de monde, mais convaincus de faire le bon choix. La maison est venue rapidement. Une maison modeste, mais choisie avec soin. J'ai participé à chaque décision, à chaque détail. Je voulais que ce lieu soit un refuge. Pour lui, pour moi, pour les enfants à venir. Quand ils sont arrivés, j'ai naturellement pris la place que l'on attendait de moi. J'ai travaillé au début, puis j'ai réduit mes horaires, puis j'ai arrêté. Toujours avec l'idée que ce serait provisoire. Toujours avec cette phrase qui revenait « Me fais ça pour la famille ». Je ne me suis jamais sentie sacrifiée. Je me transformais, pensais à jeu. Il travaillait beaucoup. C'était vrai. Il partait tôt, rentrait parfois tard, même à cette époque-là. Mais les retards étaient exceptionnels. Ils avaient une raison. Je l'attendais sans inquiétude. Je préparais le dîner. Nous mangions ensemble. Il racontait sa journée. J'aimais l'écouter. J'aimais cette impression d'être une équipe. Les années ont passé ainsi, sans drame. J'ai été là pour chaque étape de la vie des enfants. Les maladies, les devoirs, les colères, les choix difficiles. Lui était présent autrement. Moins disponible, mais solide, croyait à jeu. Chacun son rôle. C'est ainsi que je justifiais les déséquilibres naissants. Avec le temps, quelque chose a commencé à se décaler. Pas brutalement. Lentement. Les conversations sont devenues plus courtes. Les gestes tendres plus rares. Je mettais cela sur le compte de la fatigue, de la routine, de l'âge. 40 ans de vie commune, me disait à jeu. Ce n'est pas une promesse de romantisme permanent, c'est une construction qui demande de l'endurance. Et je me souviens d'un anniversaire de mariage. Il avait fait un discours. Il parlait de moi comme d'un pilier, d'un soutien discret. Les invités avaient applaudi. J'avais souri, ému. Aujourd'hui encore, je me demande s'il croyait à ce qu'il disait, ou s'il répétait déjà une histoire qu'il se racontait à lui-même. Quand les enfants ont quitté la maison, j'ai ressenti un vide que je n'avais pas anticipé. Lui semblait presque soulagé. Il parlait de liberté retrouvée, de temps pour soi. J'ai cru que ce serait notre moment, celui où nous allions enfin nous retrouver, partager autre chose que des responsabilités. Mais au lieu de cela, les retards ont commencé à s'installer. Lentement d'abord, puis régulièrement. Des messages courts, des explications vagues. J'ai accepté. Je me suis adaptée. Comme toujours. J'appelais cela aimer. Je croyais que l'amour savait attendre. Aujourd'hui, en repensant à cette vie d'avant, je ne la renie pas. Elle était réelle. Elle m'a façonnée, mais je sais désormais qu'elle reposait sur un déséquilibre invisible. Pendant que je construisais un foyer, quelqu'un construisait des habitudes ailleurs. Pendant que je croyais à la constance, il apprenait à rentrer tard. Je croyais que la patience protégeait. Je ne savais pas encore qu'elle pouvait aussi masquer ce qui, un jour, exigerait d'être vu. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'une alarme. Ils se sont glissés dans le quotidien avec une discrétion presque polie. Si quelqu'un m'avait demandé, à ce moment-là, si quelque chose n'allait pas, j'aurais répondu non. Ou plutôt, pas vraiment. Car le rejet, quand il s'installe lentement, ne ressemble pas à une rupture, il ressemble à une adaptation forcée. Au début, il y a eu les silences. Pas des silences lourds, dramatiques, des silences pratiques. Je parlais, il répondait par monosyllabes, ou il hochait la tête sans quitter son téléphone. Quand je m'arrêtais, il ne s'en rendait pas toujours compte. Tu disais quelque chose? Je souriais, je répétais. Je faisais comme si ce n'était rien. Puis, il y a eu les phrases, toujours dites calmement, presque gentiment. On verra plus tard. Ce n'est pas important. Laisse, je m'en occupe. Sur le moment, cela ressemblait à de la sollicitude.
Avec le recul, je comprends que c'était une mise à l'écart progressive. Une façon de décider sans moi, tout en me laissant croire que j'étais encore incluse. Les retards se sont accompagnés d'une autre chose. Une impatience nouvelle quand je posais une question. Tu fais une fixation? Tu sais bien comment c'est. Le travail? Je savais, oui. Je savais surtout que mes questions dérangeaient moins par leur contenu que par ce qu'elles risquaient de révéler. Alors j'ai appris à les retenir, à les reformuler, puis à les taire, complètement. Les enfants ont commencé à passer par lui pour certaines décisions. Pas par méchanceté, par habitude. Papa a dit que. On a déjà vu ça avec papa. Je devenais celle à qui l'on annonce, plus celle avec qui l'on décide. J'acceptais ce glissement sans protester. J'avais été élevée ainsi. Ne pas faire de vagues. Surtout quand tout semble encore tenir. Les humiliations n'étaient jamais directes. Elles se cachaient dans des plaisanteries. Tu t'inquiètes trop. Tu es d'une autre génération. On parlait de moi comme si je n'étais pas là. Et quand je réagissais, on nous reprochait mon manque d'humour. Alors je riais aussi, par réflexe, par fatigue, pour ne pas alourdir l'atmosphère. Un jour, j'ai cherché un document important. Il avait disparu de l'endroit où je l'avais rangé. Quand j'ai demandé, il a répondu avec un sourire presque attendri. Tu te mélanges un peu, s'étant assis. Cette phrase m'a traversée comme un courant froid. Elle insinuait quelque chose de plus grave qu'un simple oubli. Elle semait le doute. Sur ma mémoire, sur ma vigilance, sur ma capacité à comprendre ce qui se passait autour de moi. Et le plus inquiétant, c'est que j'ai douté. Juste un instant. Mais cet instant lui a donné de l'avance. À partir de là, j'ai commencé à m'excuser d'exister. Désolée, je ne voulais pas déranger. Ce n'est pas grave, laisse tomber. Je réduisais mes besoins, mes paroles, mes attentes. Je croyais préserver la paix. En réalité, je préparais mon propre effacement. Ah, mon corps, lui, ne mentait pas. Les nuits étaient agitées. Je me réveillais avec une boule au ventre. Une fatigue sourde m'accompagnait toute la journée, sans raison apparente. Un soir, il est rentré tard, comme souvent. Il a mangé seul, sans vraiment me regarder. Puis, il a raconté une anecdote me concernant, en la déformant légèrement. Les enfants ont ri. Si, j'ai ri aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Ce n'était pas l'histoire qui faisait mal. C'était le fait d'être raconté, sans être regardé. Quand j'ai tenté, plus tard, d'exprimer mon malaise, la réponse est tombée. Toujours la même. Tu exagères. Tu te fais des idées. Ces phrases fermaient la conversation avant même qu'elle ne commence. J'ai compris alors que ce rejet discret n'était pas une conséquence de la fatigue ou du temps. Il était une précaution. On me diminuait doucement pour que, le jour où quelque chose de plus grave apparaîtrait, je doute encore de moi avant de douter de lui. Je ne le savais pas encore. Mais ces petites humiliations n'étaient pas la fin d'un amour fatigué. Elles étaient la préparation d'une vérité qui, elle aussi, rentrait tard. La bascule ne s'est pas faite dans un éclat. Elle est arrivée un matin ordinaire, presque insignifiant, à l'heure où l'on croit encore que le quotidien nous protège. Je cherchais un document administratif pour une démarche. Simple, un papier que je savais avoir rangé moi-même des années plus tôt, dans le secrétaire du salon. J'ai ouvert le tiroir. Le dossier n'y était plus. J'ai d'abord pensé à un oubli, puis à un déplacement maladroit. J'ai fouillé méthodiquement, comme j'ai toujours fait. Rien. À la place, une chemise rigide, sans titre, que je n'avais jamais vue. Elle était trop épaisse pour être anodine. Je l'ai ouverte sans méfiance, avec ce réflexe ancien que l'on garde quand on croit être chez soi. Les premières pages étaient des relevés bancaires. Pas ceux de notre compte commun. Un autre compte, à son nom. Les dates remontaient loin. Très loin. Des virements réguliers, précis, étalés sur des années. Toujours la même destination. Toujours la même somme, ou presque. Une organisation, pas un hasard. Je me suis assise, lentement. Mon cœur battait, mais ma tête était étonnamment claire. Cette adresse, je l'avais déjà vue. Sur un reçu froissé, un soir. Sur un ticket de stationnement retrouvé par hasard. À l'époque, j'avais chassé l'idée aussitôt. Aujourd'hui, elle revenait, documentée, irréfutable. J'ai continué à feuilleter. Un contrat de location. Longue durée. Un prénom féminin.
Des dates qui correspondaient exactement à ces retours tardifs, à ces réunions qui s'éternisent, à ces week-ends imprévus. Tout s'alignait avec une précision presque cruelle. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une faiblesse passagère. C'était une autre vie, tenue avec méthode pendant que je maintenais la nôtre à bout de bras. Je n'ai pas pleuré. J'ai respiré profondément. Puis j'ai pris une feuille, une autre. J'ai photocopié chaque document, lentement, avec soin. Comme on sauvegarde des preuves avant qu'elles ne disparaissent. Chaque page qui sortait de la machine était une certitude de plus. Je les ai rangées dans une enveloppe neutre, sans nom, que j'ai glissée au fond de mon sac. Le soir même, il est rentré tard. Comme d'habitude. Il a posé ses clés, m'a embrassé distraitement, a demandé si tout allait bien. Oui, c'était la première fois que je lui mentais consciemment. Et ce mensonge-là n'avait rien de honteux, il me protégeait. Ah, les jours suivants ont confirmé ce que j'avais compris. Un bijou transmis par ma mère a disparu. J'ai cherché, j'ai demandé. Il a haussé les épaules. Tu as dû le ranger ailleurs. Cette phrase, je l'avais trop entendue pour qu'elle me fasse encore douter. J'ai retrouvé le bijou dans une boîte, au fond du garage, prêt à être emporté. Comme si un tri avait déjà commencé. Ce qui resterait ici. Ce qui partirait ailleurs. Sans moi. C'est à cet instant précis que la peur m'a quitté. Définitivement. Elle a laissé place à une décision froide. Presque paisible. Il ne s'agissait plus de sentiments. Il s'agissait d'injustice. D'éviction. D'une certitude d'impunité bâtie sur mon silence et sur l'idée que, à mon âge, je n'oserais rien. Je me suis regardée dans le miroir ce soir, Allah. J'ai vu mes rides, mes cheveux gris, cette image que l'on utilise si facilement pour disqualifier. Et j'ai compris que ce que l'on appelait ma faiblesse était aussi ma force. J'avais vécu. J'avais observé. Et surtout, je n'avais plus besoin d'être aimée à n'importe quel prix. Je n'ai pas confronté mon mari. Pas encore. Les confrontations précipitées servent toujours ceux qui mentent le mieux. J'ai choisi le silence. Mais un silence différent. Un silence informé, structuré, décidé. Il ne s'agissait plus d'attendre. Il s'agissait de préparer. Ce jour, Allah, sans cri, sans éclat, j'ai cessé d'être une femme qui espère des explications. Je suis devenue une femme qui sait. Les nuits ont cessé d'être des pauses. Elles sont devenues des veilles. Je m'allongeais près de lui et je ne dormais pas. J'écoutais sa respiration régulière, ce rythme tranquille et qui n'avait jamais trahi la moindre inquiétude. À chaque souffle, je sentais la distance entre son calme et le mien. La mienne n'était plus une agitation, c'était une attention aiguë, presque studieuse. Aïe, je me levais avant l'aube. La maison était immobile, comme si elle retenait elle aussi son souffle. Je m'asseyais à la table de la cuisine, sans allumer la lumière, et je laissais mes pensées s'ordonner. Je ne cherchais plus des raisons, je cherchais une ligne droite à l'intérieur de moi. La colère aurait été facile, immédiate, bruyante. Je l'ai laissée passer sans l'attraper. Je savais qu'elle m'aveuglerait. Je priais, mais autrement qu'avant. Pas pour sauver notre histoire, ni pour réparer une image. Je priais pour rester lucide, pour ne pas me trahir par un geste hâtif, pour transformer la blessure en clarté. Cette prière, Allah n'appelait pas de miracle, elle demandait de la tenue. Et peu à peu, elle m'a donné un calme ferme, presque méthodique. J'ai pris un carnet, un vieux carnet à couverture sombre, sans valeur apparente. J'y ai écrit les dates, les absences, les retards. J'y ai noté les mots exacts qu'il employait, les heures auxquelles il rentrait, les messages envoyés trop tard. J'y ai ajouté ce que je ressentais, non pour me plaindre, mais pour mesurer. Quand le doute revenait, quand la culpabilité me visitait, quand la tentation de minimiser se glissait comme un réflexe ancien. Ce carnet n'était pas un journal intime, c'était une carte. Il me permettait de ne plus me perdre. En relisant, j'ai compris quelque chose de difficile à accepter. J'avais longtemps confondu patience et effacement. J'avais cru que l'amour consistait à tenir sans poser de limites. À expliquer à sa place. À protéger l'équilibre coûte que coûte. Cette confusion m'avait rendu commode. Et l'impunité se nourrit de ce qui est commode. Je me suis souvenu des phrases que je m'étais répétées pendant des années. Na, ce n'est pas grave, ça va passer. Il faut comprendre. Elle m'avait aidé à survivre, oui,
mais elles avaient aussi anesthésié ma vigilance. Les comprendre aujourd'hui, ce n'était pas me condamner, c'était me récupérer. J'ai parlé à quelqu'un de l'extérieur, pas pour raconter toute mon histoire, mais pour poser des questions simples, presque techniques, sur les droits, sur les protections possibles, sur la différence entre réagir et agir. La réponse est tombée comme une évidence. Réagir, c'est donner le tempo à l'autre. Agir, c'est reprendre le sien. J'ai choisi d'agir. À la maison, je continuais à vivre comme avant. Je faisais les courses. Je préparais les repas. Je répondais avec douceur. Cette normalité me donnait du temps. Personne ne se méfie d'une femme que l'on croit fatiguée, un peu distraite, un peu vieillissante. Et j'ai compris, non sans amertume, que cette image pouvait aussi me protéger. Elle me rendait invisible aux soupçons. Le doute revenait parfois. Et si tu exagérais? Et si tout cela n'était pas aussi grave? Alors je rouvrais l'enveloppe. Je relisais les chiffres, les dates, les signatures. La réalité dissipait la brume. L'impunité n'est jamais une erreur isolée. C'est une habitude entretenue par le silence des autres. Je me suis surprise à éprouver de la compassion pour celle que j'avais été. Pas de la pitié, de la reconnaissance. Elle avait aimé avec sincérité, elle avait tenu avec courage. Aujourd'hui, je devais apprendre autre chose, me protéger sans me durcir, être ferme sans être violente, choisir le silence sans disparaître. Un soir, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme différente. Les rides étaient là, mais le regard avait changé. Il y avait une détermination tranquille, sans rancune. Je lui ai fait un signe de tête. Comme on salue une alliée retrouvée. Je n'étais plus seule contre moi-même. Je savais que la suite demanderait de la méthode, de la patience, une rigueur que l'on n'attend pas de celle que l'on croit inoffensive. Cette pensée m'a donné une énergie nouvelle. Silencieuse, durable, je n'étais plus pressée. Ceux qui comptent sur l'impunité parviennent toujours sur l'impatience des autres. Désormais, mon attente n'était plus une soumission. C'était une préparation. Je n'ai rien brusqué. J'avais compris que la précipitation appartient à ceux qui mentent. La précision, à ceux qui se protègent. Alors, j'ai avancé pas à pas, sans laisser de traces visibles. Chaque geste devait être légal, mesuré, irréprochable. Je ne voulais ni éclat, ni soupçon. Je voulais une base solide, silencieuse, définitive. Le premier rendez-vous a eu lieu un mardi matin. Une heure banale, choisie pour ne pas éveiller l'attention. Le cabinet du notaire était sobre, presque austère. J'ai aimé cette neutralité. Elle mettait à distance l'émotion et me ramenait à l'essentiel. Je n'ai pas raconté mon mariage. J'ai posé des faits, des dates, des documents, les copies que j'avais patiemment réunies, les relevés, le contrat de location, la chronologie des retards qui n'étaient plus des retards. Il a lu longtemps, sans m'interrompre. Son silence n'était pas embarrassé, il était professionnel. Vous avez bien fait de venir avant de parler, a Attaïl dit enfin. Cette phrase a dissipé une partie de la peur qui subsistait encore en moi. J'apprenais que la loi protège celles qui agissent avec méthode, pas celles qui se justifient. Nous avons parlé de mes droits, de ce qui m'appartenait, de ce qui devait être sécurisé avant toute confrontation. Rien de spectaculaire. Des mesures simples, mais décisives. La maison. Les comptes. Les précautions à prendre pour éviter toute manipulation future. J'écoutais avec une attention nouvelle. Je notais mentalement chaque recommandation. La clarté me faisait du bien. Les jours suivants, j'ai agi. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom seul. J'y ai transféré ce qui m'appartenait légalement, sans excès. Pas un euro de plus. Je voulais rester droite jusque dans les détails. L'impunité se nourrit des zones grises, je refusais de lui en offrir. J'ai modifié mon testament. Ce geste m'a ému, plus que je ne l'aurais cru. Pendant des années, j'avais laissé l'avenir se décider à deux, par habitude, par confiance. Désormais, je reprenais la plume. Je choisissais. En signant, j'ai ressenti une paix étrange, comme si je posais une frontière invisible, mais solide entre ce que j'avais donné et ce que je conservais. La maison a été estimée. L'expert a parcouru les pièces, notant, mesurant, évaluant. Je le suivais à distance. Chaque mur racontait une étape de ma vie. Chaque pièce, un renoncement consenti. Ce lieu n'était pas qu'un bien immobilier.
Il était la preuve matérielle de mon engagement, de ma constance, de ma présence. À la maison, je continuais à vivre comme avant. Je faisais les courses. Je préparais les repas. Je répondais avec douceur. Il parlait de ses réunions, de ses retours tardifs à venir. Je l'écoutais sans l'interrompre. Non plus par confiance, mais par observation. Il ne se méfiait pas. Il croyait toujours à la normalité de mes silences, à l'épuisement supposé de mon âge. J'ai rassemblé tous mes documents, dans une pochette, grise, banale, sans signe distinctif. Elle ne quittait jamais mon sac. Personne n'y prêtait attention. Pourtant, elle contenait tout ce qui me protégeait désormais. Les preuves, les décisions, l'avenir. J'aimais ce contraste. La force cachée derrière l'apparence ordinaire. Parfois, la tristesse me traversait. Pas pour lui. Pour la femme que j'avais été. Celle qui avait cru que rentrer tard signifiait travailler plus et non vivre ailleurs. Cette tristesse ne m'arrêtait pas. Elle me rendait plus vigilante, plus précise. Elle m'apprenait à ne plus confondre patience et abandon. Un soir, alors que je rangeais calmement la table, il m'a observé plus longtemps que d'habitude. « Tu es très calme en ce moment », a hâté dit, avec un sourire qui cherchait une explication. « Je me repose. » Et ai-je répondu. Il n'a pas compris. Ce calme n'était pas de la fatigue, c'était une concentration. Chaque démarche me rapprochait d'un point de bascule qu'il n'imaginait pas. Je n'avais plus peur de ses retours tardifs. J'avais appris à arriver avant lui, là où tout se décide. Je découvrais une vérité essentielle. La revanche n'a pas besoin de bruit pour être efficace. Elle peut être silencieuse, légale, presque élégante. Elle ne cherche pas à humilier. Elle rétablit un équilibre rompu par la certitude de ne jamais être inquiété. Mon mari rentrait tard. Moi, désormais, j'avançais à l'heure exacte. Et quand le moment viendrait de poser la vérité sur la table, je n'aurais rien à demander. J'aurais déjà repris ce qui m'avait été confisqué, sans bruit. La confrontation n'a pas eu l'allure d'une scène. Elle a ressemblé à une dépose. Lente et irréversible, comme lorsqu'on pose enfin un fardeau que l'on portait depuis trop longtemps. J'avais choisi le moment avec soin, non pour le surprendre, mais pour me respecter. Il est rentré plus tôt que d'habitude, un de ces soirs où l'on croit que la routine va reprendre ses droits. J'étais assise dans le salon. Droite. Calme. Sur la table basse, une enveloppe claire, sans nom. Rien de théâtral. Rien qui accuse. Juste quelque chose qui attendait d'être ouvert. « C'est quoi, ça ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence, à cet instant, n'était pas une hésitation. C'était un espace. Je voulais qu'il y entre seul, sans que je le pousse. Il a pris l'enveloppe, l'a ouverte. Les feuilles ont glissé. Relevé bancaire, copie, contrat de location, dates alignées, adresse répétée. Tout ce qu'il croyait dispersé se retrouvait là, ordonné. J'ai vu son visage changer. D'abord l'étonnement, presque amusé. Puis l'incrédulité. Enfin cette crispation que je connaissais bien. Celle de l'homme qui sent que quelque chose lui échappe. « Tu fouillais dans mes affaires ?» La défense était prévisible. Je l'ai accueilli sans colère. J'ai regardé ce qui me concernait. Il a tenté de rire. Un rire, bref, nerveux. « Mais ça, tu ne comprends pas tout. » J'ai compris assez. Alors, il a parlé. Beaucoup. Trop. Il a expliqué les retards, les absences, les messages tardifs. Une relation compliquée, disait-il. Rien de sérieux. Une parenthèse. Chaque phrase confirmait pourtant ce que les documents affirmaient déjà. Je l'ai laissé faire. Les mensonges aiment l'espace. Plus on leur en donne, plus ils se trahissent. Quand il a compris que je ne pleurais pas, que je ne demandais rien, que je ne cherchais pas à être rassuré, il s'est arrêté net. « Qu'est-ce que tu veux ?» Cette question avait mis des années à arriver. Je l'ai regardé sans dureté. Rien. Comment ça, rien? C'est déjà fait. J'ai fait glisser une seconde enveloppe vers lui. Les documents officiels. L'ouverture du compte. La sécurisation de mes droits. L'estimation de la maison. Tout était légal. Daté. Signé. Irréversible. Son visage a pâli. La maison. Les fonds. Le confort qu'il croyait immuable se fissurait. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. La colère est montée, tardive et inutile. Il a haussé la voix,
frappé la table. Puis la colère s'est brisée et a laissé place à la supplication. Tu vas tout détruire. Pense aux enfants. Je l'ai regardé longtemps. J'y ai pensé chaque soir où tu rentrais tard. Il s'est approché, comme pour reprendre une place qu'il sentait lui glisser entre les doigts. J'ai reculé d'un pas, lentement. Ce geste l'a arrêté plus sûrement qu'un cri. Il a compris que ce qui se rompait là ne se réparerait pas par des mots. Depuis quand tu sais? Il murmurait. J'ai réfléchi une seconde. Depuis le jour où j'ai cessé de t'attendre. Il n'a rien répondu. Il n'y avait plus de récit à sauver, plus de rôle à jouer. La vérité, une fois posée, n'avait plus besoin de moi pour tenir. Il est parti ce soir-là. Je ne lui ai pas demandé de partir. Il a quitté la maison, comme on quitte un endroit que l'on pensait acquis. La porte s'est refermée doucement, trop doucement. Je suis restée seule, dans le salon. J'ai regardé les murs, les photos, les objets. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni joie. Seulement une paix grave, profonde. La confrontation n'avait pas été violente. Elle avait été définitive. J'ai compris alors que le piège ne s'était pas refermé sur lui, mais sur l'illusion. Celle que rentrer tard suffisait à effacer la vérité. Celle que mon silence serait éternel. Ce soir-là, sans élever la voix, j'avais repris ce qui m'avait été retiré lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais plus personne. La vérité ne s'est pas répandue d'un coup. Elle a circulé comme une onde lente, heurtant les murs de la famille avant d'y laisser des fissures visibles. Les appels ont commencé dès le lendemain, prudents, hésitants, chargés d'une gêne qui cherchait ses mots. Personne ne me demandait ce qui s'était réellement passé. On me demandait comment j'allais. Une manière douce d'éviter le fond. Le premier message est venu de notre fils aîné. Court, presque administratif. Papa est très mal. J'ai relu la phrase sans y répondre. Elle disait tout et rien. Elle ne parlait ni des années, ni des absences, ni des mensonges. Elle parlait d'un état présent. Comme si le passé pouvait être rangé dans une parenthèse commode. Mais, les jours suivants, les versions ont commencé à circuler. Il avait expliqué. Minimisé. Avait écrit. Une relation compliquée, certes, mais rien qui justifie, selon lui, une décision aussi radicale. Le mot m'a frappé. Radical. Comme si la protection de soi était un excès, et la trahison un détail. Ma fille a appelé à son tour. Sa voix tremblait, partagée entre la loyauté et l'incompréhension. Je ne savais pas. Moi non plus, pendant longtemps, ai-je répondu. Elle a pleuré. Pas de colère contre moi. Pas d'accusation. Seulement ce chagrin particulier, qui naît quand l'image que l'on avait d'un parent se fissure. Je n'ai rien ajouté. Il y a des vérités que chacun doit apprivoiser à son rythme. Or, les réunions familiales se sont annulées les unes après les autres. On parlait de prendre du recul, de laisser retomber. Comme si la vérité était une tempête passagère. Certains proches ont cessé d'appeler. D'autres ont proposé de jouer les médiateurs, sans jamais me demander ce que je souhaitais réellement. Je sentais que l'on cherchait surtout à recoller une image, pas à comprendre ce qu'il avait brisé. On m'a reproché ma méthode. Jamais les faits. Tu aurais dû en parler. Tu aurais pu attendre. Attendre quoi? Une explication de plus? Une promesse de plus? J'ai compris que l'on attendait de moi un dernier service, protéger encore l'équilibre familial, même au prix de mon effacement. Cette attente-là, je ne pouvais plus la satisfaire. Il a tenté de revenir vers moi par l'intermédiaire des enfants. Des regrets vagues. Des mots qui contournaient l'essentiel. On peut arranger. Ce n'était pas si grave. La gravité, pour lui, semblait se mesurer à l'intensité de la colère, jamais à la durée de la tromperie. Je n'ai pas répondu. Le silence, cette fois, n'était pas une fuite. C'était une frontière. La maison, désormais trop grande, s'est mise à résonner autrement. Chaque pièce portait la trace de ce que j'y avais donné. Les rires d'autrefois, les soirs d'attente, les repas préparés pour deux. Je passais de l'une à l'autre, sans nostalgie. Excessive. Je regardais. Je constatais. Je laissais faire. Le détachement n'était pas une froideur, c'était une lucidité tardive. Des amis ont pris position. Certains se sont éloignés, incapables de supporter une vérité qui dérangeait leur certitude. D'autres se sont rapprochés avec une bienveillance nouvelle, parfois maladroite, mais sincère. Je notais, sans juger,
Les ruptures révèlent toujours des lignes invisibles. Un après-midi, j'ai compris que je n'étais plus au centre de ce tumulte. J'en étais la cause. Peut-être. Mais plus l'axe. La famille se reconfigurait sans moi, comme pivot silencieux. Cette réalisation aurait dû m'effrayer. Elle m'a soulagée. Je n'avais plus à tenir l'ensemble par la force de l'habitude. Il est passé récupérer quelques affaires. Nous nous sommes croisés brièvement. Pas de cris. Pas de reproches. Seulement cette distance nouvelle, irréversible. Il a évité mon regard. J'ai compris alors que la perte la plus douloureuse n'était pas la mienne. C'était celle de l'impunité qu'il croyait acquise. Le soir, seul, j'ai mesuré l'ampleur de ce qui venait de se produire. La famille n'était pas détruite. Elle était dévoilée. Les rôles n'étaient plus protégés par le silence. Chacun devait désormais assumer sa place, ses choix, ses angles morts. Je me suis sentie étrangère à ce chaos, mais pas exclue. Délivrée. La solitude qui s'annonçait n'était pas un vide. C'était un espace. Un espace dégagé où je n'aurais plus à expliquer pourquoi je demandais le respect. Ce jour-là, j'ai compris que la vérité, même tardive, a toujours un effet. Elle ne répare pas tout. Elle ne rassemble pas forcément. Mais elle libère. Et cette liberté-là, je n'étais plus prête à la négocier. Je suis partie sans cérémonie. Un matin clair, presque ordinaire. J'ai fermé la porte derrière moi avec ce geste lent que l'on fait quand on ne veut rien oublier, mais qu'on n'emporte plus tout. Ce n'était pas une fuite. C'était un déplacement intérieur devenu visible. La maison avait cessé d'être un refuge depuis longtemps. Elle était devenue un rappel. J'avais besoin d'un lieu qui n'exige rien de moi. L'appartement que j'ai trouvé était modeste, lumineux, près de la mer. Rien de spectaculaire. Mais l'air y circulait autrement. Les fenêtres donnaient sur une rue calme, et au loin, on devinait la ligne de l'eau. J'ai posé mes affaires sans les déballer tout de suite. J'avais appris à laisser les choses arriver à leur rythme. Ah, les premiers jours, j'ai dormi. Longtemps. Sans rêve. Comme si le corps, enfin autorisé à déposer la vigilance, rattrapait des années de veille silencieuse. Je me réveillais sans cette boule au ventre qui m'avait accompagnée si longtemps. Le matin, je me faisais un café, et je m'asseyais près de la fenêtre. Personne n'attendait de moi une réponse, une organisation, un compromis. Cette absence d'attente était une liberté nouvelle. Je me suis mise à marcher chaque jour. Des promenades sans but précis, le long de la mer, dans les rues voisines. Le mouvement m'aidait à remettre les pensées à leur juste place. Face à l'horizon, les mensonges passés perdaient leur pouvoir. Ils devenaient des faits, non plus des blessures ouvertes. La mer n'efface rien, mais elle remet à distance. J'ai redécouvert les gestes simples. Choisir l'heure du repas. Lire sans surveiller le temps. Écouter le silence sans le remplir. Je n'avais plus à justifier mes envies ni mes refus. Cette autonomie tardive avait un goût particulier, à la fois doux et légèrement amer. Elle me rappelait ce que j'avais longtemps différé. Les rencontres ont été discrètes. Un voisin qui disait bonjour sans curiosité excessive. Une boulangère qui a retenu mon prénom. Des échanges courts, respectueux. Personne ne me demandait mon histoire. Et je n'avais plus besoin de la raconter pour exister. Elle m'appartenait, enfin. Les enfants appelaient parfois. Les conversations étaient prudentes, mesurées. Je sentais leur effort pour comprendre sans trahir l'image qu'ils avaient longtemps portée. Je ne les pressais pas. L'amour ne se décrète pas après une révélation. Il se reconstruit lentement, ou il change de forme. J'acceptais cette incertitude sans la subir. Un après-midi, ma fille est venue me voir. Elle a regardé l'appartement, la lumière, mon calme. Tu as l'air plus posé. Je suis à ma place. Et ai-je répondu. Nous avons parlé de choses simples. De son travail. De la météo. Pas de reproches. Pas d'explications. Le silence entre nous n'était plus une distance, il était une respiration partagée. Peut-être qu'un lien nouveau se dessinait, peut-être pas. J'avais cessé de conditionner ma paix à une certitude. La tristesse revenait parfois, surtout le soir. Elle ne criait plus. Elle se posait doucement, comme un rappel. Je la laissais passer. Je n'essayais plus de la corriger. Elle faisait partie du prix, et je ne la confondais plus avec une erreur. On peut être triste et libre à la fois. Je me suis interrogée sur le pardon.
Pas celui que l'on accorde pour préserver une image familiale, mais celui que l'on s'accorde pour avancer sans être entravé. J'ai compris que pardonner ne signifiait ni oublier, ni revenir. Cela signifiait déposer le poids pour continuer à marcher droit. Un soir, assise face à la mer, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas gagné contre un homme. J'avais gagné contre l'effacement. Cette victoire-là ne se célèbre pas. Elle s'habite. Elle se protège. Elle se cultive dans les choix quotidiens, modestes et constants. La vie ne devenait pas simple par magie. Elle devenait juste. Ajustée à ma mesure. Je n'avais plus besoin de me taire pour préserver une harmonie qui ne m'incluait plus. Je pouvais choisir mes silences, et ils n'étaient plus des renoncements. Je respirais enfin dans une vie qui m'appartenait, sans horaires imposés, sans retour tardif à attendre. La vérité était arrivée. Elle n'avait pas tout réparé, mais elle avait ouvert un passage. Et je marchais désormais de l'autre côté. Il y a des soirs où la lumière tombe plus lentement que d'habitude. Elle s'attarde sur les murs, glisse sur les objets, puis s'éteint sans bruit. À ces moments-là, je m'assieds près de la fenêtre. Je ne cherche pas à revivre. Je regarde. Le passé ne surgit plus comme une menace. Il se présente comme un paysage que l'on connaît désormais par cœur. Je repense à la femme que j'ai été, celle qui attendait, celle qui couvrait les plats, qui justifiait les retards, qui transformait l'inquiétude en compréhension. Je ne la méprise pas. Je lui dois même quelque chose. Elle m'a menée jusqu'ici. Elle a tenu assez longtemps pour que je puisse, un jour, me tenir droite. J'ai longtemps cru que l'amour se prouvait par l'endurance. Qu'aimer, c'était rester. Expliquer, lisser, éviter. J'avais confondu la fidélité à une promesse avec l'abandon de moi-même. Ce malentendu m'a coûté des années. Mais il m'a aussi appris une chose essentielle. On peut aimer sincèrement et se tromper profondément sur la forme que prend. Le respect. Quand la vérité est arrivée, elle n'a pas explosé. Elle s'est posée. Lourde. Incontestable. Elle n'a pas réparé le passé, mais elle a arrêté l'hémorragie. J'ai compris que le plus grand danger n'était pas le mensonge en lui-même, mais la certitude de celui qui ment, qui ne sera jamais inquiété. Cette certitude-là s'appelle l'impunité. Et elle prospère sur le silence des autres. Je n'ai pas cherché à punir. Je n'ai pas voulu humilier. J'ai voulu remettre des limites là où elles avaient disparu. Reprendre ce qui m'avait été confisqué lentement, sans bruit, sous couvert de normalité. La justice que je me suis accordée n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas demandé l'approbation. Elle a simplement agi. On m'a demandé si je regrettais, comme si l'on attendait de moi une forme de remords pour avoir cessé de me taire. Je ne regrette pas d'avoir regardé la réalité en face. Je regrette seulement d'avoir cru si longtemps que l'amour exigeait de ne pas voir. L'amour n'excuse pas l'effacement. Il ne transforme pas l'injustice en détail acceptable. Aujourd'hui, je choisis mes silences. Ils ne sont plus des refuges imposés. L'amour, ils sont des décisions. Je me tais quand je n'ai plus besoin de convaincre. Je me tais quand les faits parlent d'eux à même. Je me tais parce que ma valeur n'est plus à négocier. Ce silence-là n'est pas vide. Il est plein de clarté. Je pense souvent aux femmes qui doutent encore de leur perception, à celles à qui l'on dit qu'elles exagèrent, qu'elles se trompent, qu'elles sont trop sensibles, trop âgées, trop lentes pour comprendre. Je voudrais leur dire que ce qu'elles ressentent est une information, pas une faiblesse. Que la lucidité n'a pas d'âge, et qu'il n'est jamais trop tard pour déplacer sa vie vers un endroit plus juste. La solitude qui m'accompagne aujourd'hui n'est pas un désert, c'est un espace dégagé. J'y ai installé des habitudes simples, des respirations longues, des silences choisis. J'y ai retrouvé une dignité que je croyais réservée aux femmes plus audacieuses, plus visibles. Elle était là, pourtant, en attente de reconnaissance. Je ne cherche plus à réparer ce qui ne m'appartient plus. Je regarde le passé sans colère, sans nostalgie excessive. Il a rempli son rôle, me conduire à cette clarté tranquille où je n'ai plus besoin d'attendre des retours tardifs ni des explications ajournées. La vérité est arrivée. Elle a mis du temps. Mais elle a tenu parole. Si je laisse un message derrière moi, il n'est ni amer, ni triomphant. Il est simple, et il s'adresse à celles et ceux qui ont trop longtemps cru que se taire protégeait. Le silence peut être une prison quand il est subi. Mais il peut devenir une force quand il est choisi. Et quand il est choisi, assumé, éclairé, il cesse d'être une absence. Il devient une position.
le silence peut aussi être une forme de justice. La